C'est avec ce boîtier installé sur le moteur que les automobilistes peuvent convertir leur voiture essence au bioéthanol, aussi appelé E85. Donc le système est simple, c'est un boîtier qu'on met en parallèle entre le calculateur d'injection et les injecteurs. En fait, pour un rendement optimal, c'est 1 g d'essence pour 14,8 g d'air. L'éthanol, c'est pas le même rapport, c'est 1 g d'éthanol pour seulement 9,8 g d'air. Comme on ne peut pas augmenter l'arrivée d'air, on augmente tout simplement les temps d'injection. Fabriqué à partir de céréales et de betteraves, cet alcool éthylique émet entre 3 et 5% de CO2 de moins que l'essence. Un système moins polluant, très apprécié par les garagistes. Je m'étais lancé là-dedans, c'était surtout par rapport à la pollution. J'en avais marre de travailler sur les diesels et voilà, des systèmes de dépollution, on n'a plus que ça comme panne. Et je trouvais ce système-là bien intéressant. Médiatiquement en plus, on entend souvent parler. On voit que les pouvoirs publics mettent quand même de plus en plus de choses pour que ça fonctionne, quoi. Pour les consommateurs, le passage au bioéthanol est avant tout un choix économique. Le litre est à environ 70 centimes d'euros, soit 2 fois moins que celui de l'essence. Le dispositif coûte entre 980 et 1300 euros. La région Grand Est met aussi à disposition une subvention de 250 euros, une aubaine pour les automobilistes. Alors moi, grosso modo, je fais à peu près, comme je suis artisan, je fais à peu près entre 500 et 600 km par semaine, on va dire. Mensuellement, moi j'économise au moins une centaine d'euros, facilement. En Moselle, 7 stations sont équipées en bioéthanol et 6 le sont en Meurthe-et-Moselle. Il serait 11 millions en France, 11 millions d'anonymes, les aidants qui accompagnent un proche handicapé ou en perte d'autonomie. Des héros des temps modernes pour le département des Vosges qui organisait ce jeudi avec les caisses de retraite Agirc et Arco à Dompère un forum d'information avec des solutions concrètes. Alors, il n'y a pas de guichet unique. Pourquoi ? Parce que chaque cas est particulier. Par contre, on essaye de regrouper toutes les informations que l'on a pour pouvoir au mieux accompagner les aidants. Donc on a les MDA, les maisons départementales de l'autonomie, qui sont au nombre de 6 dans les Vosges et qui permettent d'aiguiller au mieux les personnes aidantes suivant leurs besoins. Lors de ce forum, les aidants ont témoigné. Tous sont devenus soignants par la force des choses, comme Elisabeth aux côtés de son mari. Je l'ai à domicile 24 heures sur 24, donc de jour comme de nuit. J'assure tout puisqu'il est hémiplégique et aphasique. Et donc le plus difficile, c'est de ne pas pouvoir le comprendre. Voilà, c'est la communication qui manque. Ensuite, j'assure le quotidien. J'ai simplement un petit peu d'aide, une demi-heure à 3/4 d'heure le soir avec une infirmière pour faire la toilette. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion ? J'attends beaucoup de choses, on va dire surtout un petit peu du fait que c'est mon époux, voir comment on peut continuer à vivre en tant qu'époux et non qu'aidant uniquement. Yvan, garagiste en retraite, lui prend en charge son épouse victime d'une rupture d'anévrisme. On n'est pas préparé à ce qui nous arrive. Alors une grande solitude et beaucoup de travail. Et votre vie est foutue. Mais c'est tout le temps, c'est pour faire à manger, faire le ménage, aller aux toilettes, il faut tout faire. Tous parlent d'épuisement et de solitude. Dans les Vosges, il existe 2 plateformes d'accompagnement et de répit des aidants pour l'Ouest vosgien et le secteur de Remiremont. On fait une première écoute déjà téléphonique et lui proposer une rencontre. Souvent on propose de venir à domicile pour que ça ne soit pas une contrainte pour lui. Et puis d'évaluer les difficultés qu'il peut rencontrer. Soit des difficultés d'épuisement, donc on va l'orienter sur des solutions de répit telles que des accueils de jour, de l'hébergement temporaire. On pourra lui proposer une multitude d'activités, donc soit un collectif, soit un individuel. Donc c'est principalement des activités de bien-être, de la relaxation, de la sophrologie, de la gym douce. Et puis on leur propose également de partir avec nous en séjour répit. De nombreuses associations jouent également un rôle important et le gouvernement vient d'annoncer la mise en place en 2020 d'un congé proche aidant rémunéré. Des petits pas pour un début de reconnaissance. Ce dimanche 6 octobre, ce sera la journée nationale des aidants et cela fait 10 ans que cette journée existe.
En termes d'équipement, les corps communaux de première intervention vont être mis sur un pied d'égalité. Balises, éclairage, tronçonneuses, défibrillateurs, échelles, la priorité est donnée aux équipements de secours à la personne et opérations diverses comme les tempêtes ou inondations. Selon l'équipement des CPI, nous avons fait le choix de les doter tantôt de l'ensemble des lots, tantôt 2 ou 3 lots de manière partielle. Cela a été fait effectivement après visite sur chaque CPI communaux. Le CPI, c'est vraiment le centre de première intervention et ça nous permet d'intervenir beaucoup plus précocement que ne le feraient des services qui viendraient de Troyes. On a beaucoup de secours à personne. Encore hier soir, les pompiers sont intervenus pour une intervention sur une dame. Des gens en parapente, c'est déjà arrivé, bien sûr en VTT, et puis des cyclistes, beaucoup de cyclistes qui peuvent avoir des malaises sur notre secteur qui est assez pentu, on va dire. L'Aube compte 1754 sapeurs-pompiers volontaires. Ils se répartissent sur 213 corps communaux de première intervention. En complément du matériel, des formations sont également prévues. L'ensemble est financé par le département dans le dernier plan à 1 million d'euros engagés. C'est extrêmement important. Je crois que tout le monde en prend conscience de plus en plus. En matière de secours, la rapidité est déterminante. Et il a été aussi souhaité de soutenir tous les CPI qui constituent une grande richesse dans le modèle au bois et de leur donner les équipements de première intervention indispensables pour le secours à la population, mais aussi pour protéger les personnes qui interviennent, ces sapeurs-pompiers qui sont tellement dévoués et qui œuvrent au quotidien dans nos services de secours. C'est quasiment unique ce maillage fin qui arrive en complément des centres d'incendie de secours. Donc c'est une richesse avec des hommes et des femmes et qui sont à toute proximité de la population et qui peuvent intervenir sur des départs de feu, sur un malaise, voilà. Ça, c'est une vraie richesse. Dans l'Aube, le nombre de pompiers volontaires pour 100 000 habitants s'élève à 300. Ce taux figure parmi les plus importants de France. L'artiste Henri Simon a 29 ans quand il est mobilisé au début de la Seconde Guerre mondiale. En 1940, il est arrêté à Dunkerque et transféré dans un stalag, un camp de prisonniers de guerre en Prusse orientale. Ici, les arts sont autorisés et Henri Simon reprend ses crayons pour immortaliser le quotidien des prisonniers durant 1 an. Il a eu la possibilité de faire un certain nombre de dessins au crayon ou à l'encre. Et à son retour, il a créé tout un ensemble d'aquarelles dans un album qui s'appelle Compagnons de silence. Et donc le Centre européen a décidé de le mettre en avant, un petit peu pour présenter une autre forme d'enfermement, les stalags, qui sont donc des camps pour les prisonniers de guerre, et aussi pour montrer une forme de résistance par le biais de l'art. Ces œuvres représentent des scénettes à l'intérieur du stalag ou alors des visages, un petit peu pour laisser une trace de ces compagnons de captivité avec des expressions, des sentiments qui vont refléter sur le visage de ces hommes, des expressions très fortes, l'angoisse peut-être de la suite ou alors de la survie de leur famille. Et puis vous avez également des scénettes où on voit qu'il y a des messes qui sont organisées dans les baraques, où on voit la lessive, on voit également les jeux de cartes, ce qui vous montre bien la différence avec le camp de concentration, puisque là on n'est pas dans la clandestinité. Libéré en 1940, Henri Simon est retourné chez lui en Vendée et a continué d'exercer son art toute sa vie. Il est décédé en 1987, entouré de ses proches. C'était une première livraison pour ce camion qui déchargeait ce mardi sa benne au nouveau centre de tri à Chavelot. C'est ici désormais que convergent tous les sacs jaunes. Evodia, acteur départemental public de la gestion des déchets, en effet confié à la société Citraval, filiale lorraine du groupe alsacien Schroll, le marché vosgien du tri des plastiques. 14 millions ont été investis, le site aux allures de cathédrale est opérationnel. Les sacs jaunes des Vosges dans un premier temps, puis d'autres à l'échelle de la région y seront triés. Je ne sais pas si c'est immense, mais bon, ça fait 14 000 m², ça fait 15 mètres de haut. On a pu étaler le process pour qu'il soit optimum. Et on démarre cette année avec 20 000 tonnes et puis on va monter en puissance pour arriver à 20, 30, 40 000. La première ligne a commencé à tourner. Elle sépare les papiers et cartons des bouteilles plastiques, équipées de trieurs optiques, tout comme la seconde chaîne dont on effectuait les derniers réglages, encore plus moderne et bientôt robotisée.
pour séparer jusqu'à 9 résines différentes. Donc une technologie mise en place pour pouvoir trier toutes les différentes bouteilles et demain, notamment les pots de yaourt, les différentes barquettes plastiques, les différents films plastiques. Un site vosgien qui va permettre au département de devancer la loi sur l'extension des consignes de tri qui concernera l'ensemble des emballages plastiques en 2022. On a décidé avec les élus de toutes les collectivités du département que la date de passage ce serait le 1er juin 2020. Donc on s'y prépare en termes de capacité technique à trier ici, mais on s'y prépare aussi en termes de capacité de communication parce qu'il va falloir expliquer à la population qu'on ne met plus tout à fait la même chose dans les sacs jaunes. Une quarantaine de salariés feront tourner la plateforme Citraval qui se devait d'intégrer une partie du personnel de l'ancien prestataire spinalien, le site de Razimont du groupe Suez. 20 salariés ont été volontaires. Franchement, nickel. Déjà, on a plus de tri optique, donc voilà, on va dire qu'on va user un peu moins nos bras. Le site spinalien Suez de Razimont continue à fonctionner, en charge notamment des sacs jaunes de la métropole de Nancy. Et selon le président d'Evodia, il pourrait se spécialiser vers d'autres recyclables, car le marché des déchets ne cesse d'évoluer.